Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle explication. Aujourd'hui, on s'immerge directement dans une situation de très haute tension, l'arrêt cardio-respiratoire vétérinaire. Dans ces moments absolument critiques, il n'y a littéralement pas la moindre seconde pour l'hésitation. Tout repose sur un protocole d'urgence, une véritable ligne du temps hautement structurée qu'on doit maîtriser à la perfection, comme une mémoire musculaire. On va décortiquer ensemble, étape par étape, la réponse médicale avancée nécessaire pour stabiliser un animal en détresse absolue. L'idée, c'est de garder la tête froide, d'être concentré et de suivre les règles à la lettre. Alors, c'est parti. Pour être vraiment efficace, voici notre plan d'attaque chronologique. 1. Les essentiels du chariot d'urgence. 2. Les voies d'administration des médicaments. 3. Le diagnostic des rythmes d'arrêt. 4. La défibrillation et le facteur temps. Et enfin, 5. Les précautions avancées pour les médicaments. Entrons dans le vif du sujet avec la section 1, les essentiels du chariot d'urgence ou comment se préparer au code. La toute première question qu'on doit se poser en préparant ce fameux chariot, c'est parmi la montagne de molécules disponibles en clinique, quels sont les médicaments strictement indispensables lors d'un arrêt cardio-respiratoire? C'est le moment de se recentrer et de ne garder que la boîte à outils essentielle à la survie de l'animal. Eh bien, la réponse tient en 8 noms, l'arsenal pharmaceutique de base qu'il faut absolument avoir sous la main. On a l'épinéphrine, l'atropine, le chlorure de magnésium, la naloxone, la lidocaïne, le bicarbonate de sodium, la méthoxamine et le tosylate de bréthylium. Ces 8 produits doivent impérativement être là, prêts à dégainer à la seconde même où le code est lancé. On passe à la section 2, les voies d'administration des médicaments. Une fois qu'on a le bon produit, comment l'amener à destination ? On compare très souvent l'intraveineuse, l'IV, à l'intratrachéale, l'IT. L'IV, c'est clairement la voie royale, celle qu'on privilégie. Mais attention au piège mécanique. En plein arrêt, le corps est en hypotension sévère. Du coup, chaque médicament administré en IV doit absolument être poussé par un bolus de solution saline pour atteindre le cœur. De l'autre côté, l'IT a l'avantage d'être super accessible. Le poumon a une immense surface d'absorption. Mais il y a de gros bémols. Il faut parfois multiplier la dose par 10, son efficacité s'effondre s'il y a une maladie pulmonaire en dessous, et surtout, certains médicaments, comme le fameux bicarbonate de sodium, y sont formellement proscrits. Si on regarde les alternatives, on tombe sur l'intra-osseuse et l'intracardiaque. L'intra-osseuse, l'IO, c'est un plan B fantastique. Elle accède au système vasculaire via la moelle osseuse, ce qui offre une excellente diffusion. Par contre, l'intracardiaque, c'est une toute autre histoire. Planter une aiguille directement dans un cœur qui ne bat pas correctement, c'est un peu comme jouer à la roulette russe. C'est extrêmement difficile à faire à l'aveugle, ça risque de lacérer les artères coronaires, et le pire dans tout ça, c'est qu'il faut carrément arrêter le massage cardiaque pour le tenter. C'est donc une technique qui comporte des risques majeurs. Ce qui nous amène logiquement à la section 3, le diagnostic des rythmes d'arrêt. C'est là qu'il faut savoir lire le cœur. La situation la plus classique, celle qu'on redoute tous, c'est la systolie ventriculaire. C'est cette fameuse ligne désespérément plate. Plus rien ne se passe, ni mécaniquement, ni électriquement. Le cœur est à l'arrêt total. Face à cette absence absolue de signal, la règle d'or est simple et immédiate. Il faut injecter de l'épinéphrine et de l'atropine pour espérer relancer la machine. Mais il y a un piège beaucoup plus vicieux, l'activité électrique sans pulse ou ASP. C'est complètement contre-intuitif. Le système électrique du cœur fait son travail, il envoie des signaux. Mais le muscle, la pompe physique, ne suit plus du tout. L'électricité circule, mais il n'y a pas de contraction mécanique, donc pas de pulse. Et c'est exactement pour ça qu'un tracé d'ASP est si trompeur. On y voit des complexes électriques bien dessinés. À l'écran, on pourrait croire à une activité viable. Sauf que si on cherche un pouls physique, il n'y a rien. Zéro perfusion. C'est la preuve ultime qu'il ne faut jamais se fier uniquement au moniteur. Le traitement ici change radicalement. On passe à la naloxone, l'épinéphrine et à de gigantesques doses d'atropine. Troisième cas de figure majeur, la fibrillation ventriculaire. Visuellement, c'est l'anarchie. Des lignes ondulées, chaotiques et désorganisées, le myotarde frétille dans tous les sens au lieu de se contracter de façon synchronisée. Et le point crucial à comprendre, c'est qu'absolument aucun sang n'est pompé vers le reste du corps pendant cette phase. C'est un chaos électrique total. Section 4, la défibrillation et le temps. On entre dans une véritable course contre la montre. Il est absolument fascinant et terrifiant d'observer la dynamique du succès d'une défibrillation en fonction du temps. À la toute première minute de fibrillation, on frôle les 90% d'efficacité pour restaurer un rythme viable. C'est énorme. Mais accrochez-vous, à 5 minutes, on perd déjà presque un tiers d'efficacité. Et à 9 minutes, les chances plongent sous la barre des 40%. Dans ce contexte, l'adage médical « le temps c'est du tissu » prend tout son sens.
Quand on défibrille, le chiffre magique à retenir, c'est une énergie de 2 à 4 joules par kilogramme. Fait super intéressant, on n'a pas besoin de traverser tout le cœur. Il suffit d'atteindre et de réinitialiser environ 28% des cellules du myocarde pour que la manœuvre réussisse. C'est pour ça que la qualité du transfert d'énergie compte bien plus que l'alignement géométrique parfait des palettes. Pour maximiser ce fameux transfert d'énergie, il faut réduire la résistance du thorax, ce qu'on appelle l'impédance transthoracique. La checklist est simple mais vitale. Utiliser de grandes palettes, les rapprocher, appliquer une bonne pression, défibriller pendant que l'animal expire pour enlever l'air isolant des poumons et surtout, utiliser un vrai gel électrolytique et jamais, au grand jamais, de l'alcool, sous peine de provoquer un incendie. Et s'il n'y a qu'une seule règle absolue à graver dans sa mémoire, c'est celle-ci. Toujours annoncer « on dégage » et regarder autour de soi pour s'assurer que personne n'est en contact avec l'animal, la table ou les instruments. Avec l'adrénaline du moment, on peut vite devenir aveugle à l'environnement. Mais la priorité inconditionnelle d'une réanimation, c'est qu'il n'y ait pas de victimes supplémentaires dans l'équipe. La sécurité avant tout. On arrive à notre dernière partie, la section 5, les précautions avancées pour les médicaments. Car certains produits sont de vraies lames à double tranchant. D'abord, faisons une petite mise à jour vitale sur l'épinéphrine. Longtemps, on a appris qu'il fallait la diluer en urgence. C'est officiellement terminé. La règle moderne est claire, nette et précise. On ne dilue plus l'épinéphrine. On utilise la concentration standard de 1 pour 1000 pour toutes les voies, que ce soit intraveineuse, intratrachéale, intraosseuse ou intracardiaque. Savoir ça, c'est éviter une erreur de dosage en plein stress. Et terminons avec 2 poids lourds de la réanimation qui demandent énormément de prudence. Le calcium, par exemple, n'est plus utilisé en routine. Il est réservé aux cas prouvés d'hyperkaliémie ou d'hypocalcémie, car sinon il risque de provoquer des spasmes coronariens et de rendre les ventricules hyper excitables. Quant au bicarbonate de sodium, c'est la même histoire. Il exige une ventilation mécanique parfaite du patient. Pourquoi ? Parce que si le CO2 n'est pas correctement évacué, le bicarbonate provoque une acidose paradoxale dans le liquide céphalorachidien, déprimant directement le myocarde. Ce sont des médicaments puissants, mais impitoyables si mal utilisés. Pour résumer, une réanimation, ce n'est pas un moment d'improvisation. C'est l'exécution fluide et ultra structurée d'une chorégraphie médicale. Du choix exact des médicaments dans le chariot, à l'analyse rigoureuse du rythme cardiaque, jusqu'à la seconde exacte où l'on délivre le choc. Alors la question qu'on doit tous se poser est la suivante. Quand l'alarme va retentir, notre séquence mentale sera-t-elle assez claire, assez rapide et assez précise pour naviguer avec succès sur cette fine ligne entre la vie et la mort ? Maîtriser ce protocole, c'est devenir la meilleure chance de survie dans la pièce. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage de l'urgence vétérinaire.